Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà, on vous voit arriver. Alors, rapidement, juste pour qu'on se mette d'accord sur un modus operandi, l'idéal, ça serait que vous puissiez poser vos questions dans le chat pour qu'on n'ait qu'une seule bannière à regarder. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Normalement, nous serons nombreux, j'espère. C'est la première fois que notre commission fait cet exercice-là, mais ça ne sera pas la dernière. Je m'appelle Audrey Chemouly, je suis élue au Conseil national des barreaux et présidente de la commission du statut professionnel de l'avocat. C'est une commission qui a une dimension prospective et politique qui s'intéresse particulièrement aux conditions d'exercice de nos confrères. Et c'est aussi une commission qui se voit remonter de la part des barreaux les questions de structuration. Et donc, on a le plaisir, j'ai le plaisir, d'être accompagnée de deux experts de cette commission que je laisserai se présenter. Je vous disais, c'est la première fois que l'on fait cet exercice, puisqu'il nous semblait très important de pouvoir vous faire un retour sur l'ordonnance du 8 février 2023 qui est rentrée en application le 1er septembre 2024. Et il nous a semblé également essentiel de pouvoir poursuivre cet exercice de transmission de l'information, puisque nous aurons également un webinaire le 13 décembre prochain, de 9h30 à 11h30, je crois. Mais vous ne verrez pas le temps passer. On a un webinaire qui va être consacré plutôt à la modification du BOFIP sur les rémunérations. Donc, on espère que vous y serez nombreux. Je vous laisse vous présenter. Serge. Donc, je suis Serge Denorgue, je suis avocat au barreau de Saint-Malo-Guinan. Je suis ancien bâtonnier du barreau de Rennes et je suis membre expert donc, de la commission statut professionnel de l'avocat du CNB. Et c'est mon tour maintenant, Dominique Janssen, avocat au barreau de Paris, également expert auprès de la commission statut professionnel de l'avocat. Je crois que c'est la troisième mandature depuis que j'ai le plaisir de me prêter à cet exercice. Et je suis associé à Paris d'un cabinet qui s'appelle Janssen et Schweblin. Alors, je vois déjà les messages qui arrivent. Et j'ai Jean-Philippe qui dit qu'il faut arrêter d'envoyer des messages pour dire juste bonjour. Bah, moi, je suis contente qu'on me dise bonjour. Comme ça, je sais le nombre de personnes qu'il y a. Donc, rebonjour à tous. Alors, on va lancer les slides pour commencer vers l'introduction de pourquoi cette réforme. Alors, j'espère que vous nous entendez tous bien. On rentre dans le vif du sujet par la première porte qui est pourquoi est-ce que le législateur a décidé de faire cette réforme. J'essaie de faire passer les slides, mais je n'y arrive pas tellement. Ça y est, on y arrive, pardon. Donc, pourquoi est-ce que l'ordonnance est intervenue ? Pour ceux qui s'intéressaient à la question, ils savent que la loi de 90 était donc celle qui régissait nos structures d'exercice accompagnée d'un décret. Et la problématique, c'est que au bout d'un moment, lorsqu'on laisse une loi perdurer, elle devient plus un amalgame, une empilation de réformes et devient particulièrement illisible. Et donc, c'est la raison pour laquelle le législateur a voulu la modifier. Il y avait aussi une difficulté, et je pense que ça ne vous a pas échappé, puisqu'on avait le droit depuis 2015, la loi croissance, à des sociétés de droit commun, mais qui avaient presque le même régime que les sociétés d'exercice libéral, mais pas tout à fait. Donc, il fallait clarifier ce point-là. Et on avait des pratiques qui avaient été mises en avant par un certain nombre de professionnels et par profession. Et donc, on avait à cet égard également besoin de clarté. L'objectif, pour que vous sachiez, c'est une des premières fois, en tous les cas moi, que j'ai vu ça, ce qui a été fait pour cette réforme, c'était quelque chose d'assez inédit parce que les pouvoirs publics se sont saisis du sujet
et ont quand même opéré par la voie de concertation. Alors après, on n'est pas toujours entendu sur tout, vous le verrez, sur toutes nos demandes, mais la commission du statut professionnel de l'avocat et donc le Conseil national des barreaux, mais toutes les instances représentatives des professions ont été consultées, en tous les cas celles qui voulaient bien l'être, ont été consultées. Les syndicats ont été également consultés d'un certain nombre de professions. Donc, ça a donné une large consultation, et ce qui fait qu'on peut parler aujourd'hui quand même d'un texte qui a été co-construit, et c'était quand même l'objectif de la réforme. Alors, pour un certain… Donc quand, en fait, vous appréhendez cette ordonnance, il faut quand même toujours vous dire que cette ordonnance, elle est… Elle va régir les structures d'exercice, mais pas simplement les structures d'exercice d'avocats. En fait, c'est toutes les structures d'exercice des professionnels libéraux réglementés. Donc, une des choses qui était demandée par enfin nous les premiers, mais d'autres professions, c'était que la réforme soit à droit constant, donc notamment pour les questions d'ouverture des capitaux, il n'y ait pas des choses qui soient faites en plus, qu'on donne des droits en plus. Ça a été globalement respecté, mais Serge notamment vous en parlera. Je pense par des mauvaises transcriptions de la loi, de la norme, à l'égard de certaines simplifications. Il y a eu malheureusement probablement des choses qui n'ont pas été vues, et donc une partie de nos structures va pouvoir être… l'appréhension, en tous les cas, de l'ouverture du capital va être un petit peu différente. L'objectif, le troisième objectif, vous avez compris, c'était quand même un objectif de simplicité et de clarté, ce qui a été globalement le cas, puisque maintenant, on arrive à une réforme dans laquelle c'est présenté un peu, pour ceux qui font du droit des contrats, c'est présenté un peu comme nos contrats aujourd'hui, comme nos protocoles, c'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps les notions fondamentales, suivies après de définitions, donc les définitions pour comprendre le reste. Ces définitions sont suivies d'un ensemble de normes qui vont régir en règle générale les structures d'exercice. Et ensuite, il y aura un focus particulier par famille de profession, puisqu'on va vous dire qu'il y a des familles. Ce qui est important peut-être que vous ayez en tête, c'est que l'ordonnance, elle, à un moment donné, a trouvé que c'était utile de pouvoir rappeler la définition du professionnel libéral réglementé et des professions libérales réglementées. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, notamment pour ceux qui s'intéresseraient aux problématiques qui ont été posées par le BOFIP pour la rémunération, cette définition, je la rappelle, elle dit que ce sont des personnes exerçant à titre individuel, de manière indépendante, sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, dans l'intérêt du patient client public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. Plus tard dans la définition, il est également précisé que tout ceci doit se faire selon le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, elle-même susceptible d'être sanctionnée par une autorité compétente en matière de discipline. Donc, vous aurez compris que la profession libérale réglementée, elle repose sur un certain nombre de notions. C'est la première fois qu'on parle de l'intérêt du patient ou du public. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la différence de nous par rapport à un certain nombre d'autres professions qui ne sont pas des professions libérales réglementées. C'est ce qui fait notre ADN. C'est notamment la déontologie et potentiellement le pouvoir disciplinaire. Mais ce qui me semble intéressant de noter dans le cadre je vous ai dit, de la réforme du BOFIP sur les rémunérations, c'est qu'on nous met en exergue ce qui fait aussi notre ADN, c'est l'indépendance et la réalisation de nos prestations avec indépendance. Pour ceux qui s'intéressent à cette matière-là, ils savent que les URSSAF, aujourd'hui, ont tendance à contrôler de plus en plus nos structures, et plus ces structures sont organisées, plus ils ont tendance à considérer que nous ne sommes plus dans l'exercice libéral.
et que nous sommes dans de l'exercice salarié. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Je vais compléter cette question des définitions. Je crois que... attends, si tu reviens en arrière, juste une seconde, sur les slides. Voilà. Je voulais compléter ce qu'Audrey disait à l'instant sur les définitions, parler un petit instant de la notion de professionnel exerçant. C'est une notion qu'on retrouve qu'on trouve dans l'ordonnance, qui est intéressante pour plusieurs raisons. Audrey évoquait au tout début qu'une des raisons d'être de cette ordonnance, c'était que les textes antérieurs étaient devenus extrêmement difficiles à lire. On a même employé le mot d'illisibilité. Et une de ces raisons, c'est que on a eu un empilement de textes les uns après les autres et qui sont venus poser des questions, et ces textes ne répondaient pas toujours à ces différentes questions. Une des difficultés qu'on a quand on raisonne en termes de société d'exercice libérale, c'est que l'associé d'une société d'exercice libéral, à un moment donné, peut être un associé non exerçant. Et donc, cette distinction était très importante à faire, ou en tout cas à essayer de clarifier, entre l'exerçant ou le non-exerçant, et de pouvoir préciser dans les textes à quel moment certaines dispositions ne s'adressent qu'aux exerçants et pas aux autres. Pour ceux qui ont eu l'occasion de réfléchir un petit peu à ces questions, l'exercice des rédactions de statuts, quand il s'agit de commencer à faire la distinction entre les exerçants et les non-exerçants, peut vraiment commencer à relever c'est un défi d'équilibriste parfois, de savoir ce qu'il faut mettre à quel endroit. Est-ce qu'il faut prévoir des assemblées spéciales pour les exerçants dont seraient exclus ou dont sont exclus les non-exerçants? Enfin, tout ça pour dire que une définition était bienvenue, en tout cas, et donc c'est l'article 3 de l'ordonnance qui vient préciser, sans d'ailleurs la définition soit très riche, c'est-à-dire que l'exerçant, c'est tout simplement quelqu'un qui a la qualité d'exercer, mais ça permet au moins, quand on lit le reste du texte, de pouvoir savoir à quoi on se réfère quand on mentionne effectivement la question de l'exerçant. Alors, il y avait eu dans les consultations dont parlait Audrey également, lorsque les différentes professions ont été consultées, il y a eu des réflexions au niveau de la commission pour dire, en fait, est-ce que cette notion de professionnel exerçant, est-ce qu'elle est tout à fait suffisante pour nous aider, pour être vraiment utile? Et certains d'entre nous, enfin certains membres ou experts de la commission avaient mis en avant la notion d'associé professionnel exerçant, en se disant, tiens, ce serait en fait peut-être plus utile de parler d'associé professionnel exerçant que de professionnel exerçant. Pourquoi? Notamment parce que, en fait, ces textes relatifs aux sociétés d'exercice, forcément, ce qui nous intéresse, ce sont les associés de ces structures d'exercice. Or, la notion de professionnel exerçant inclut par définition également la notion de collaborateur. Donc, le texte a dû ensuite jongler un peu avec la notion de membre de la société d'exercice, qui venait rajouter en fait une petite couche supplémentaire. Enfin bon, disons tout ça pour dire que on a quelque chose qui est sans aucun doute une innovation ou une nouveauté qui est positive, c'est-à-dire mieux circonscrire et mieux intégrer dans les textes cette notion de professionnel exerçant. Est-ce que cette notion est parfaite? Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'elle aurait pu l'être? On peut s'interroger. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de professionnel exerçant. J'ajoute, puisque c'est à mon tour encore de compléter ces définitions, simplement pour dire que le texte distingue des familles de professions libérales réglementées. Pourquoi est-ce que c'est important? Ce sont des notions qui existaient déjà, hein, par ailleurs. On parlait déjà de professions juridiques et judiciaires avant l'ordonnance. On a maintenant les professions de santé, on a les professions juridiques et judiciaires, et on a la famille des professions techniques et du cadre de vie,
Alors ça, en fait, c'est de tous les autres. Voilà, c'est bien. Mais alors, pourquoi est-ce que ces distinctions sont importantes? Et vous le verrez quand vous lirez le texte. Pour ceux d'entre vous qui auront la curiosité de lire le texte, c'est Pour ceux que ça passionne. voilà, pour ceux que ça passionne. Les règles peuvent varier considérablement d'une famille de profession libérale à une autre. Et on le voit notamment, on va y venir dans quelques instants, Audrey et Serge vont évoquer le sujet, c'est sur la question de la détention du capital des sociétés d'exercice, des sociétés d'exercice libérales, notamment les règles de détention sont très différentes en fonction de la famille des professions dans lesquelles on se trouve. Donc, on a vu. Alors, j'ai vu que. Alors, je suis absolument ravie que l'idée d'un webinaire sur les rémunérations vous passionne, mais vous inquiétez pas, vous aurez le lien en fait exactement de la même façon. Alors, je ne sais pas si on peut vous donner le lien sur l'inscription dans le chat. On va essayer de le faire. Mais ça sera également. Enfin, faites attention aux newsletters du CNB puisque ça sera annoncé dans le cadre des newsletters du CNB. Mais je vais regarder si c'est possible de vous faire. De vous transmettre le lien d'inscription. Je ne sais pas s'il est déjà en marche, à vrai dire. Donc, ensuite, on passe, donc une fois qu'on a fait l'introduction, donc on vous a expliqué quel était l'objectif de la réforme, les définitions fondamentales avec la notion d'associé exerçant personne physique, on arrive aux notions de SEL versus société de droit commun. Alors, petite piqûre de rappel. Je dis bien piqûre de rappel parce que l'ordonnance de réforme du mois de février 2023 ne change rien sur ce plan. Les sociétés d'exercice libéral empruntent leur régime juridique au régime des sociétés de droit commun que nous connaissons tous, les SARL, les SAS, les SA, etc. Donc, ça ne bouge pas dans l'ordonnance. La SEL, définie sous l'article 40 de l'ordonnance, la SEL, qui est un statut particulier, ce n'est pas une forme nouvelle, au sens juridique du terme. Les formes sociales, ce sont les formes traditionnelles, que sont la SARL. Alors, on n'évoque pas ici la SCP. La SARL, donc la SAS, la SA, voire de temps en temps, on rencontre des CELCA, mais on ne peut pas dire que ce soit les plus nombreuses. Donc la SEL est d'abord une société qui emprunte au droit commun des sociétés. Ça, il faut toujours avoir évidemment cela à l'esprit. Mais en 1990, donc, le législateur a défini un régime spécifique des SEL. Et puis en 2015, la loi croissance du 6 août 2015, loi dite Macron, a autorisé donc les professionnels juridiques et judiciaires, et donc les avocats, à constituer des sociétés dites de droit commun, c'est-à-dire des sociétés qui échappent au statut particulier des SEL. Mais là où ça se complique, c'est une fois qu'on a dit ça, ces sociétés de droit commun n'échappaient pas totalement au régime dit des SEL, puisqu'un certain nombre de dispositions de ces sociétés de droit commun devaient emprunter malgré tout au statut des SEL. Donc on arriverait à une complexité tout à fait croissante, et c'est une des raisons d'ailleurs majeures qui a milité en faveur d'une réforme des sociétés d'exercice des professions libérales, et en particulier des professionnels juridiques et judiciaires que nous sommes. Donc, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du mois de février 2023, donc applicable au 1er septembre 2024, vous aviez en parallèle donc des sociétés de droit commun et des sociétés d'exercice libéral. Qu'a fait la réforme? Bien,
on pouvait s'attendre à ce que ce soit plutôt les sociétés de droit commun qui soient privilégiées avec un abandon des sociétés d'exercice libéral. Des sociétés de droit commun qui auraient eu, malgré tout, des adaptations nécessaires à raison du fait que ces sociétés exercent une profession libérale réglementée. Donc, elles n'auraient pas pu être assimilées à des sociétés d'exercice pur et simple ou des sociétés commerciales pures et simples. L'ordonnance n'a pas retenu cette solution de maintenir in abrupto, si je puis dire, les sociétés d'exercice de droit commun. Elle a privilégié l'ASEL, créée en 1990. Donc, l'institution cardinale de la société d'exercice sous forme de société de capitaux, c'est la société d'exercice libéral au détriment de la société d'exercice de droit commun. Mais, et c'est encore un facteur de complexité, l'ordonnance a maintenu néanmoins la possibilité de continuer à constituer des sociétés de droit commun, mais, nous dit-on, pour autant qu'elles adoptent toutes les règles de fonctionnement et d'organisation des SEL, sauf la dénomination sociale. Donc, en résumé, vous avez donc, depuis l'ordonnance de février 2023, applicable au 1er septembre 2024, vous avez la possibilité de constituer des sociétés d'exercice libéral, d'une part, et de continuer à constituer des sociétés de droit commun, mais si vous le faites, il faudra qu'elles empruntent complètement le statut des SEL, sauf leur dénomination, c'est-à-dire que vous aurez des sociétés de droit commun qui seront dénommées sociétés de droit commun, mais qui devront emprunter le statut des SEL. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et vous avez raison de vous poser la question. Et pour répondre à cette question, eh bien, il faut faire un détour par la fiscalité. Et on a fait allusion tout à l'heure au webinaire qui aura lieu le 19 décembre, consacré aux rémunérations techniques des associés de SEL. Eh bien, la question sera envisagée de ce point de vue, à savoir, est-ce que la nouvelle doctrine fiscale de l'administration est applicable aux rémunérations techniques des associés de SEL? Est-ce que cette doctrine est susceptible de s'appliquer aux associés des sociétés de droit commun? Donc, si on se pose cette question, se pose l'intérêt de maintenir ou non la distinction entre SEL et société de droit commun. C'est vrai que c'est intéressant que tu aies parlé de l'intérêt de cette distinction, mais en revenant sur ce que tu disais, nous, on a déjà plein de questions qui reviennent à la commission de barreau, dans lesquelles des confrères souhaitent soit créer des sociétés de droit commun, soit des communications qui sont parties en disant maintenant il faut… Et c'est vrai que, par exemple, nous, on l'a eu beaucoup… au cabinet d'experts comptables. Je ne sais pas, Dominique, toi, si tu as eu ça, mais et Serge, dans ta pratique, je ne sais pas, en fait, la problématique, l'origine de ce hiatus, parce que c'est quand même un peu bizarre, cette histoire vous avez le droit de continuer à avoir des sociétés de droit commun, mais en fait, le régime de la société de droit commun, ça sera le régime de la SEL, sauf en ce qui concerne la dénomination. On ne peut pas dire que c'était d'une clarté limpide. La vérité, c'est que c'était une demande qui a été faite de la commission du statut professionnel de l'avocat, qui a fait un lobbying, alors qui a marché dans une certaine mesure et qui ne pouvait pas non plus être magique. Ce qui s'est passé, c'est que lors de cette concertation, on nous a expliqué, dans cette concertation, il a été expliqué à tous les membres lors de cette concertation qu'il n'y allait avoir, comme tu le disais tout à l'heure, Serge, qu'un régime général pour toutes les professions libérales réglementées, qui serait le régime de la SEL. Et la vérité, c'est qu'au dernier moment, quand il y a eu la publication de l'ordonnance, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines professions qui continuaient à avoir la possibilité d'avoir recours à des vraies sociétés de droit commun. Typiquement, ça a été le cas des CPI et des experts comptables.
des administrateurs, enfin je ne vais pas tous les citer, des architectes, des vétérinaires. En réalité, eux, ces professions-là, spécifiquement, ont continué d'avoir le droit d'avoir des sociétés de droit commun. Et des sociétés de droit commun, je précise, qui n'étaient pas du tout impactées par la réforme, c'est-à-dire des sociétés de droit commun régies par le droit commun. Nous, on a continué à avoir le droit d'avoir des sociétés de droit commun, mais dont le régime était le régime des SEL. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, vous, dans vos exercices. Alors, moi, à titre personnel, non, parce que la plupart des confrères ont adopté plutôt le régime de la SEL, qui est somme toute plus ancien et peut-être mieux défini, et qui, bien qu'étant d'une relative complexité, c'est quand même moins complexe de mettre en place une SEL qu'une société de droit commun, parce que je rappelle que à l'époque, sous l'empire de l'ordonnance de 1990, oui, à l'époque, il fallait quand même faire je dirais, un inventaire, pas à l'après-vert, mais un inventaire tout de même, des dispositions des SEL qui devaient être intégrées dans les statuts des sociétés de droit commun. Il y a un certain nombre de dispositions obligatoires que les sociétés de droit commun devaient néanmoins adopter. Alors, cela étant maintenant que la réforme est mise en place, que deviennent les sociétés de droit commun existantes? Alors, là-dessus, elles peuvent toujours se transformer en SEL. Ça, c'est tout à fait possible. Mais une société de droit commun aussi peut décider simplement de se mettre en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra adopter, dans cette mise en harmonie, des statuts, avec évidemment un procès-verbal d'Assemblée générale qui décidera cette mise en harmonie. Donc, cette refonte des statuts devra donc être réalisée conformément au statut des SEL tel qu'il est organisé par l'ordonnance de réforme et le décret, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a un décret du 14 août 2024 spécifique donc aux sociétés d'exercice de la profession d'avocat et donc des SEL d'avocats. Alors, donc, il faudra donc prévoir une mise en harmonie des sociétés de droit commun existantes, une mise en harmonie aussi des SEL existantes, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui ont changé dans l'ordonnance par rapport à ce qui était prévu dans les textes de 1990. Mais qu'on va voir après, du coup. Oui. Et ce que je voulais signaler quand même, il y avait un petit point particulier, c'est que un petit point technique, c'est que dans les SEL doivent obligatoirement, pour pouvoir s'inscrire à un barreau, avoir au sein de leur capital un associé qui relève du même barreau, c'est-à-dire un associé inscrit dans le même barreau. Ce n'était pas le cas pour les sociétés de droit commun. Donc, ces sociétés de droit commun là, qui ont l'obligation de se mettre en harmonie d'ici le 1er septembre 2025, elles vont peut-être avoir des difficultés parce que ces sociétés de droit commun, normalement, elles n'ont pas forcément un associé inscrit dans le même barreau. Or, elles devront l'avoir. Elles devront l'avoir, puisque la réforme l'a décidé. Donc, ça supposera qu'il y ait de nouveaux associés dans la société qui viennent et qui soient inscrits au barreau d'inscription de la société, qui viennent par voie de cession de part, de démonstration de capital, que sais-je, pour que la situation puisse être régularisée. Je voulais peut-être simplement ajouter un mot sur ce point et sur cette confusion dont Serge parlait à l'instant et de la difficulté qu'il y avait à en fait créer des sociétés de droit commun dont l'objet social est l'exercice de la profession d'avocat. L'inventaire à l'après-vert, justement, le slalom en quelque sorte entre est-ce que ça s'applique, est-ce que ça ne s'applique pas. Je crois que ce que nous dit l'ordonnance, c'est le sens de notre propos aujourd'hui notamment, ce que nous dit l'ordonnance, c'est que en fait, l'activité, c'est-à-dire l'objet social de la société,
définit ce caractère de société d'exercice libéral. Et c'est là peut-être qu'il y a effectivement un vrai changement, c'est cette sorte de définition, c'est-à-dire en fait, est-ce que la société d'exercice libéral était une forme sociale en fait? Ce qu'on sait maintenant avec l'ordonnance, c'est que, en tout cas, si la société d'exercice libéral est une forme sociale, cette forme sociale est définie par l'objet. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut exercer dans une société à forme commerciale et qui veut y exercer une activité d'avocat, en fait, est incontestablement, de toute façon, soumis à toutes les dispositions de l'ordonnance. Et je dirais que c'est pour ça que, mais on ne va pas continuer là-dessus, mais parce que justement, il y a un webinaire qui y sera spécialement consacré, c'est il reste quand même, voilà, quelques petits espaces peut-être un peu oubliés quelque part, et notamment cette question fiscale. Et je vois, parce qu'on voit sur le chat défiler vos questions, et inévitablement, il y a une question sur le sujet. Et donc, est-ce que cette réforme fiscale s'applique quand on est en société de droit commun? Je crois, je regarde mes amis intervenants, je crois que personne n'est en mesure aujourd'hui d'apporter une réponse certaine à cette question. Alors, il ne faut pas dire ça déjà. La réponse vous sera donnée lors du webinaire, parce que ça fait un teasing. Oui, Pardon. La réponse sera donnée lors du webinaire. C'est effectivement pas l'objet de ce webinaire-là. Peut-être qu'on peut revenir. On peut juste peut-être dire. Oui. Pardon. Juste peut-être dire un mot là-dessus, c'est que la doctrine administrative, et notamment la doctrine fiscale, s'interprète strictement. C'est le principe du raisonnement, c'est le point de départ. Or, que dit l'instruction? Elle part des associés de SEL. Voilà, on ne dit pas plus. Rendez-vous le 19 décembre. Pardon. Oui. Donc, simplement, peut-être pour revenir, Dominique, sur un truc que tu disais, tu disais, et c'était initié par les propos de Serge, est-ce que la société d'exercice libéral est une forme différente d'une société de droit commun? Est-ce que le fait que ça soit... Est-ce que l'exercice d'une profession libérale et donc que l'on passe en selle, c'est une transformation? A priori, la commission et un certain nombre d'experts considèrent que ça n'est pas une transformation. La question qui se pose, alors je parle évidemment de passer d'une SARL à une CELARL, hein, ou d'une CELAS à une SAS. On n'est pas en train de parler de changement de forme sociale qui serait passer d'une forme à responsabilité limitée à une forme par action simplifiée, où là, évidemment, on serait dans une transformation. On attend de voir un peu ce que disent les greffes sur ce sujet-là, parce que moi, la réunion que j'ai eue, mais c'était en tout début de questionnement sur l'ordonnance, la réunion que j'ai eue avec les greffes m'ont fait penser que peut-être ils allaient considérer que c'était une véritable transformation, ce que je n'espère pas. En tous les cas, pour l'instant, essayer de la traiter plutôt comme une modification statutaire que comme une transformation avec commissaire à la transformation, etc. On passe à la détention capitalistique, où on en est. Alors, sur la question de la détention capitalistique, il y avait, et là l'ordonnance était vraiment bienvenue parce que je crois qu'elle constitue quand même un vrai progrès en termes de lisibilité en ce qui concerne la détention du capital des sociétés d'exercice libérales. L'ordonnance conserve ce qui était en fait dans les textes précédents, c'est cette distinction fondamentale entre la détention majoritaire et le complément de détention. Ce sont deux choses qu'on retrouve systématiquement dans la définition. Donc, il y a des règles qui sont posées pour la détention majoritaire et des règles qui sont posées pour le complément. Ce qu'il faut retenir, ce sont les principes qui sont posés par l'article 40,
l'article 40 nous dit que dès lors que la société d'exercice libéral a un objet social consistant à exercer une profession réglementée, il faut que dans la société, il y ait au moins un des membres qui ait la qualité pour exercer la profession de l'objet social. Jusque-là, rien de très nouveau et surtout, ça paraît extrêmement logique que cette exigence soit posée. On revient aussi à cette notion de professionnel exerçant. Cette notion de professionnel exerçant, on la retrouve dans les règles qui sont posées ou dans les principes qui sont posés par l'article 40. Alors je vais si on lit l'extrait, au moins un professionnel exerçant au sein de la société en est associé directement ou par l'intermédiaire d'une société de participation financière de profession libérale. On va en parler. Il y a cette notion de détention directe ou indirecte, donc la possibilité évidemment, comme par le passé, de détenir sa participation via une société holding. Je n'en parlerai pas plus maintenant parce que Audrey va apporter des précisions sur ce point. Il y avait quelques doutes ou quelques questions sur certains aspects de cette détention indirecte. Ce qu'il faut, pour tout le monde, enfin globalement, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que en bout de chaîne, même quand l'avocat détient sa participation via une holding, c'est l'avocat personne physique, qui reste tenu de l'ensemble des obligations d'exercice professionnel. Donc, je crois que alors, ça peut paraître évident à certains, mais c'est peut-être quand même utile de le préciser. On n'échappe pas à la déontologie parce qu'on détient sa participation dans un cabinet d'avocats via une holding. Je crois que c'est important de le rappeler. Donc, voilà peut-être très rapidement ce qu'il fallait dire sur vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire que on retrouve effectivement cette notion de professionnel exerçant. Il faut au moins un professionnel exerçant. Cette notion de détention indirecte, on va dire assimilée à la détention directe. Et puis, des différences, on parlait de famille de profession réglementée tout à l'heure, il y a effectivement des différences, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les professions juridiques et judiciaires des règles de détention très différentes que pour les professions médicales, par exemple. Rapidement, sur qui est-ce qui peut être associé de la société, donc juste pour que vous ayez en tête, comme le disait justement Dominique, pour avoir des grandes idées, des grands principes, plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société, donc de la société qui exerce une profession juridique et judiciaire, et en particulier chez nous, des avocats. Donc, qui peut être associé d'une société d'avocats? Donc, des professionnels exerçant, comme le disait Dominique vous l'a dit, pardon, ce sont donc des personnes physiques exerçant la profession d'avocat, puisque il vous l'a dit, professionnel exerçant doit être égal dans votre tête à personne physique, donc des personnes physiques qui exercent la profession d'avocat. On va dire que globalement, ça sera la majorité des cas. Ensuite, des personnes morales ou des professionnels exerçants, mais qui exerceraient une autre profession juridique et judiciaire. Et une SPFPL, comme il vous l'a dit. Donc, retenez que c'est soit des personnes physiques, soit des professionnels, soit des personnes morales qui exercent une profession juridique et judiciaire autre, ou alors une autre société d'avocats, soit des personnes physiques, qui exercent une autre profession juridique et judiciaire. Ce que vous devez peut-être retenir et qui n'est pas suffisamment dit, c'est que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'avocats peut être détenue par une autre profession juridique et judiciaire. Je peux donc avoir 90%, 99% du capital social et des droits de vote de ma société d'avocats qui peut être détenu par des commissaires de justice ou par des notaires. L'inverse est évidemment aussi vrai. Simplement 2 points d'attention, enfin en tous les cas, un pour vous rappeler que donc vous pouvez avoir 100% de votre capital social qui est détenu par une SPFPL.
ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui est le cas aujourd'hui. C'est donc une innovation de notre ordonnance du 8 février. Et ce qui nous paraît être un mauvais, donc je vous ai dit, parfois sur la transcription de la norme, on pense qu'il y a eu des oublis. Il nous semblerait qu'il y aurait un oubli s'agissant du capital social de nos sociétés d'avocats qui serait détenu uniquement par des sociétés d'exercice libéral à creuser. Sur la question justement du complément de détention, c'est ce qui est traité par l'article 47 de l'ordonnance. Je vais vous épargner ce que vous voyez en tout petit caractère et ce qui est peut-être illisible pour vous. C'est pour ça qu'on a mis en gros et gras en bas de chaque colonne ce qu'il faut. C'est ça parce que c'est mon slide. C'est ça parce que c'est moi qui ai rajouté les caractères gras. Voilà, exactement. Peut-être que mes yeux sont moins bons que les yeux d'Audrey. Que dire sur effectivement ce complément de capital? C'est-à-dire, je rappelle, hein, la règle est toujours posée de la manière suivante. La majorité doit être détenue par, et Audrey en a parlé à l'instant, le complément peut être détenu par, et c'est ce qu'on va voir effectivement maintenant rapidement. Alors, ce complément peut être détenu par des personnes physiques ou morales non exerçantes au sein de la société. Ces non exerçants sont des non exerçants qui exercent la profession d'avocat, mais qui ne l'exercent pas au sein de la société. Pour cette première catégorie dont on parle. Cette notion, là, on revient toujours, on parlait de cette notion d'exerçant, non-exerçant. Je crois que, voilà, ce qui est intéressant pour le non-exerçant d'une manière générale, c'est qu'il faut essayer de se projeter, notamment dans une vision un petit peu entrepreneuriale. C'est que la détention par des non-exerçants peut être, par exemple, un choix de croissance externe. C'est-à-dire que vous cherchez à faire de la croissance externe, vous ne voulez pas être exerçant nécessairement dans le cabinet racheté, ça, c'est typiquement une situation de personnes exerçant la même profession, mais qui souhaitent délibérément être non exerçantes parce que c'est un choix entrepreneurial dans un cabinet d'avocats. On a la situation des anciens associés qui sont susceptibles de continuer à détenir du capital. On en parlera tout à l'heure. C'est, je dirais, un des grands défis du fonctionnement des sociétés d'exercice libéral, c'est la distinction à faire entre associés d'exercice et associés en capital. On peut se retirer à tout moment d'une société d'exercice libéral. On en est à ce moment-là associé non exerçant, on est un ancien associé, mais on en détient encore du capital. Et c'est la situation des anciens associés qui ont un délai. Ce délai, il est de 10 ans pour régulariser la situation. Donc, c'est important d'ailleurs de rappeler que cette souplesse offerte aux non-associés encore détenteurs de capital, d'ailleurs c'est une souplesse qui est pas seulement offerte à ces anciens associés, c'est une souplesse qui est aussi offerte à la structure d'exercice elle-même. Et ça, c'est un point qui est important à souligner et qui distingue les sociétés d'exercice libéral des SCP, où, comme vous le savez, on a un droit de retrait d'ordre public qui emporte une obligation, c'est-à-dire que le retrait crée l'obligation du rachat par des associés existants ou par la société des parts de l'associé sortant. On a en société d'exercice libéral, il n'y a rien de nouveau, mais je pense que c'est toujours important de rappeler ces choses-là. On a une souplesse qui permet de gérer ces situations de transition qui peuvent être parfois un peu longues et un peu compliquées. On a la situation des ayants droit qui
ont la possibilité, d'après les textes, d'être détenteurs du capital social dont ils ont hérité. Ces ayants droit, évidemment, peuvent ne pas être avocats. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants avocats, si on peut considérer que c'est une chance. Les ayants droit ont, eux, un délai de régularisation de 5 ans. Et rapidement, sur les 3 dernières catégories dans notre tableau qui peuvent détenir ce complément, les SPFPL, les autres professions juridiques et judiciaires, et cette notion, c'est la dernière catégorie, de professionnels européens. Alors, de quoi s'agit-il? Ces professionnels européens sont des professionnels réglementés équivalents. Il existe un tableau qui a été réalisé par les instances européennes, qui est une sorte de tableau de correspondance des différentes professions réglementées d'un pays à un autre. Et les textes européens font qu'il y a, et l'intégration de ces textes européens dans la loi française, et notamment la loi de 71, qui est donc notre texte principal, une assimilation entre ces professionnels européens et ces professionnels français pour effectivement une large part des dispositions qui s'appliquent à nous. Donc voilà, ça c'était important effectivement de le préciser. Juste un point qui est important, c'est que il n'y a là pas de nouveauté. Il y a, en fait, disons, des textes qui sont mieux rédigés que les textes antérieurs, mais sur ces notions de complément de détention par rapport aux règles qui sont posées, ce que vous voyez ici dans le tableau, corrigez-moi si je me trompe, chers amis, il n'y a pas de nouveauté par rapport au texte antérieur. Exactement, la nouveauté qui existe, on vous l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure, un petit peu en amont, c'est la détention capitalistique avec une SPFPL qui maintenant peut être 100%, qui peut détenir 100% d'une société d'exercice libéral, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il est vrai que pour des raisons probablement chez nous de compte CARPA et de clés, il serait peut-être plus aisé que les professionnels exerçants continuent à détenir par l'intermédiaire, continuent à détenir une part, une action, si ce n'est qu'en industrie de la société d'exercice libéral. Mais en réalité, dans les textes, ça n'est pas du tout une obligation, donc sachez-le. On arrive là aux entrées et sorties des associés. Qu'est-ce qu'on entend par entrée et sortie? S'agissant de l'entrée, la question qui va se poser, c'est réellement comment est-ce que je décide de rentrer à l'intérieur de mon cabinet d'avocat? L'éternelle question qui s'est posée, c'est est-ce que je valorise ou pas la clientèle et le fonds libéral avec lequel je viens? Est-ce que je l'apporte? Est-ce que je le cède? Est-ce que je le valorise? Est-ce que je le mets en commoda? Qui sont autant de questions qui sont très structurantes pour les organisations par la suite. Et quelque chose qui a été conservé, Dominique disait tout à l'heure, le complément de détention de l'identité des personnes pouvant détenir le complément du capital social de nos selles n'a pas changé. Là non plus, ça n'a pas changé. Nous avons toujours l'opportunité de bénéficier de ce qu'on a appelé la dépatrimonialisation, et qui existe dans l'article 52 de l'ordonnance, qui précise que les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales et des actions. Ce qui est dommage, c'est qu'il a été maintenu la fin de la phrase que vous voyez où il y a écrit « en cas de cession soumise à un agrément », ce qui nous laisse potentiellement un peu moins de souplesse. Je ne sais pas, Dominique, ce que tu fais dans tes statuts, ni toi, ce que tu fais, Serge. Nous, ce qu'on a décidé de prendre comme parti au cabinet, c'est plutôt de dire que l'agrément doit avoir une acception large à partir du moment où il est défini dans les statuts largement.
Je reprends le principe peut-être en amont de la dépatrimonialisation. La dépatrimonialisation, déjà, c'est de pouvoir le dire 3 fois sans se tromper. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, c'est le fait de sortir de la valeur des parts, la valeur de votre clientèle civile. Je vous ai dit, la grosse difficulté des libéraux, c'était, notamment des avocats, je rentre avec ma clientèle, on prend des mètres carrés en plus, on embauche, on fait un certain nombre d'investissements, et puis ensuite, je repars pour aller exercer soit seul, soit avec d'autres, et je laisse les mètres carrés, les investissements qui existaient ou qui ont existé pendant la durée de mon association. Et en plus, et ça c'était durant de la SCP et Dominique le rappelait, qui était le droit de retrait où en plus on était obligé de vous racheter, si on ne fixe pas les agrégats de comment on va valoriser ces parts sociales, potentiellement on a une difficulté, on met en difficulté de façon très importante les cabinets qui perdurent ou qui restent après le départ des associés. Donc, on a mis en place cette dépatrimonialisation qui a permis de sortir de la valorisation de l'entreprise, la valeur de la clientèle civile, puisque de fait, c'est quand même une disposition qui était très pragmatique, de fait, cette clientèle partait avec le professionnel. Donc, quand on parle d'agrément dans l'ordonnance, on ne dit pas si c'est un agrément légal ou conventionnel. Nous, on est parti du principe qu'on pouvait conventionnellement considérer que cet agrément était le plus large possible, mais je voulais vous entendre l'un et l'autre, peut-être sur comment vous faites chez vous. Bien, chez nous, en dans vos Bretagne, cabinets. oui. Bien, je crois qu'on applique ni plus ni moins que le texte, puisqu'on prévoit le texte limite donc cette dépatrimonialisation normalement aux cessions soumises à un agrément. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la dépatrimonialisation, et c'est l'alinéa suivant, elle est conservée dans son principe. Elle est conservée dans son principe sans faire référence à une cession qui serait ou non soumise à un agrément. Donc c'est là où le texte n'est pas d'une clarté limpide, c'est qu'on nous dit qu'on peut fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales ou des actions en cas de cession soumise à un agrément. Et un peu plus loin, on nous dit aussi qu'à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure la valeur représentative de la clientèle, c'est-à-dire on dépatrimonialise, mais sans faire référence cette fois à une cession qui serait soumise à un agrément. Donc, on a, de mon point de vue, on a ici deux alinéas qui semblent pas forcément se contredire, mais qui quand même s'opposent un peu fortement. Alors moi, je ne considère pas qu'ils s'opposent, je considère qu'on peut les utiliser l'un et l'autre, parce que ça voudrait dire que dans les cas des cessions avec agrément, je ne pourrais pas avoir la dépatrimonialisation, ce qui serait quand même un sujet. Oui, mais il me semble qu'il y a peut-être une question de temporalité en fait là-dedans, qui est que, et en ça, le texte manque peut-être un tout petit peu de clarté, mais je crois que dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la rédaction des statuts, on va se poser la question fondamentale de la patrimonialité ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est philosophique, qui est un peu à la racine de la création du cabinet. Est-ce qu'on crée un cabinet dans l'esprit d'une création de valeur d'entreprise qui aurait vocation à survivre à la personne des fondateurs, et il y aurait donc à la clé une valeur de cession de clientèle à un moment donné qui doit être reflétée dans la valeur des parts sociales, ou est-ce qu'on a une vision dite dépatrimonialisée qui consiste à se dire que finalement la valeur d'un cabinet d'avocats, c'est la capacité des individus qui composent ce cabinet à un moment donné de facturer et de générer des honoraires, et que au-delà de ça, il n'y a pas de valeur véritable. Donc, je crois que ça, c'est une question
qu'on se pose. Et là, il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise. Ce sont vraiment deux philosophies. Ça, c'est une question qu'on va se poser très en amont. Ensuite, sur la question effectivement des sessions et la manière dont elles sont susceptibles d'intervenir et la valorisation au moment des sessions qui peuvent intervenir, il faut savoir qu'on a la possibilité aussi statutairement d'imaginer des situations dans lesquelles il y aura une valeur de clientèle attachée aux droits sociaux et d'autres situations dans lesquelles il n'y aura pas de valeur de clientèle attachée aux droits sociaux pour pouvoir justement distinguer la situation de l'associé qui sort et qui part avec ses clients de la situation de l'associé qui sort et qui laisse ses clients à ses associés. Et puis juste peut-être un dernier point pour finir, je crois que de toute façon, sur la notion d'agrément ou pas agrément, il est prudent, voire conseillé, c'est ce qui d'ailleurs est mentionné, je crois, enfin là, à l'écran, c'est de toute façon de prévoir l'agrément dans toutes les hypothèses de cession. C'est ça, c'est exactement ce qu'on... Alors, on va être obligé d'avoir un rythme un peu plus soutenu pour le reste. Je te laisse enchaîner sur le retrait. Ok, effectivement, oui, et puis si on veut laisser un peu de place pour vos questions, évidemment. Alors, rapidement sur le retrait, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que vous voulez prévoir sur le retrait, écrivez-le dans les statuts. En fait, pourquoi ce conseil? C'est parce qu'il y a justement cette difficulté, et ça, elle existait avant le texte actuel, et cette difficulté existe toujours maintenant, même si effectivement certains contours sont précisés, c'est la différence entre l'association d'exercice et l'association capitalistique. C'est-à-dire que, en général, l'un et l'autre vont ensemble, mais il peut y avoir effectivement des moments où ces deux choses-là ne sont pas parfaitement calées. Quelle est la conséquence du retrait? La conséquence du retrait, c'est on quitte le cabinet. Le retrait professionnel, le retrait d'activité et d'exercice, on le comprend, c'est je n'ai plus envie d'être associé avec vous, je m'en vais. Voilà. Et puis ensuite, on a un deuxième problème à la clé qui est celui de la cession des droits sociaux, c'est-à-dire que la personne qui se retire n'a pas, a priori, vocation à rester éternellement associée. On l'a vu, les textes les textes empêchent de rester éternellement associés, mais il faut quand même, justement, à un moment donné, prévoir des conditions de cession. Donc, plus ces conditions sont précisées statutairement, mieux on se porte. Il y a un arrêt, je parle très rapidement parce qu'il est cité là, c'était un arrêt de 2018 qui a jeté un certain trouble à l'époque, et en fait qui disait l'associé de celle ne peut pas se retirer unilatéralement. Bon, ça c'est en contradiction flagrante avec la liberté que l'avocat a d'exercer à tel endroit ou à tel autre. En fait, il faut placer cet arrêt dans un contexte qui est un contexte, je crois, et sans parler en termes trop critiques des magistrats qui se sont penchés sur la question, mais c'est une grande difficulté historique des juridictions à comprendre cette différence entre l'association en capital et l'association d'exercice et de faire coexister ces deux notions. Donc, dans on va dire, cette situation qui a toujours été compliquée sur le plan de la jurisprudence, la prudence, c'est d'essayer de mettre le plus possible de choses dans les statuts. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, mais je crois que c'est une recommandation qu'on peut faire. Rapidement, oui, enfin, ce qui a été, pour compléter, ce qui a été consacré par le texte, c'est un droit de retrait capitalistique qui n'existait pas dans nos celles. Et
et qui aujourd'hui est consacré, qui n'est pas d'ordre public. Si vous le voulez, si vous souhaitez qu'il y figure comme il y figurait d'ordre public dans les statuts de société civile, vous devez l'inscrire statutairement. Ça nous amène à la gouvernance. Tu veux nous rappeler les principes? Oui, très vite sur les questions de gouvernance. Alors, certaines situations je dirais, ne posent pas de problème, et puis d'autres peuvent interpeller un tout petit peu. Le principe général, là encore, vous le voyez en gras dans le tableau qui est devant vous. En CELARL, le gérant est une personne physique, ou les gérants sont des personnes physiques exerçant au sein de la société. En CELAS, présidents et dirigeants sont également des associés exerçant au sein de la société. Je fais abstraction des CELAFA, qui sont en faible nombre, comme vous le savez. En revanche, ce qui est... alors, c'était un peu une bizarrerie, mais en matière de gouvernance, le texte ne traite pas des situations, enfin, en tout cas, ne traite pas des situations dans lesquelles la majorité est détenue par des non-exerçants, ce qui est une possibilité prévue par le texte. Audrey, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, en fait, la difficulté que l'on a, c'est une difficulté de coordination. C'est quelque chose qui existait pour les sociétés de droit commun. Il y a eu une forte résistance des ordres, donc c'était la raison pour laquelle on voulait vraiment attirer votre attention dessus. Donc là, maintenant, c'est confirmé dans l'ordonnance. À partir du moment où plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société, donc celle d'avocats, vraiment j'insiste, à partir du moment où plus de la majorité du capital et des droits de vote de la celle d'avocats vont être détenus par d'autres personnes que par des exerçants, donc c'est le schéma qui est... C'est le deuxième... voilà. Pardon, c'est le deuxième schéma. À partir du moment où les non-exerçants sont majoritaires, donc c'est ce schéma-là, donc ça se retrouvera en fait dans un certain nombre de cas, puisque Dominique vous a dit qu'on pouvait avoir d'autres professionnels que des professionnels exerçants qui étaient majoritaires dans la selle. Donc à partir du moment où je vais avoir cette configuration-là, eh ben, quand ça sera ce cas-là, les principes de gouvernance ne sont pas applicables. Il n'y a rien qui est prévu. Donc, dit autrement, à partir du moment où j'ai la majorité de mon capital social et de mes droits de vote qui sont détenus par des non-exerçants, les règles de gouvernance sont libres. Je peux avoir n'importe qui qui va diriger ma selle. C'est un vrai sujet, je pense que c'est ce qu'on appelle prosaïquement un trou dans la raquette, mais globalement, vous devez vraiment en avoir conscience parce que ça sera, le sujet viendra sur la table des ordres très probablement. On arrive au point divers et on commence par l'information annuelle des ordres. Oui, alors, sous l'empire des anciens textes, les ordres des avocats devaient être destinataires d'un certain nombre d'informations de la part des structures d'exercice, notamment des SEL. Et donc, cette information qui est annuelle de l'ordre, cette information a été étendue par l'ordonnance, puisque jusqu'à présent, l'ordre était destinataire de la composition du capital social, des SEL, et maintenant, une fois par an, avant le 1er mars de chaque année, il faudra donc fournir alors non seulement la composition du capital, mais aussi des droits de vote qui sont afférents, une version à jour des statuts et également donc les conventions pactes d'associés qui visent la gouvernance des sociétés d'exercice libéral. Tout ce qui concerne les pactes d'associés, mais en dehors de la gouvernance, ne sont pas communicables. D'où l'intérêt peut-être, c'est ce qu'on
explique dans le slide de scinder les documents de ce point de vue. Voilà rapidement pour l'information annuelle de l'ordre. Autre point, les comptes courants d'associés. Vous savez que jusqu'à présent encore, sous l'empire de la loi de 90, il y avait une limitation du montant possible des comptes courants dans les SEL. Par exemple, les associés exerçants ne pouvaient pas apporter plus de 3 fois le montant du capital social. Eh bien, cette limite a été à bon escient supprimée. Désormais, c'est le droit commun. On peut apporter des fonds en compte courant sans limitation de montant. Enfin, alors quand je dis enfin, oui, je crois qu'on terminera là-dessus sur ce point. L'obligation d'inscription et de la société d'exercice libéral. Alors, comme vous le savez, une société d'exercice libéral pour pouvoir exercer comme un avocat individuel va être inscrit au tableau de l'ordre. Donc, il y a un certain nombre de pièces à fournir, etc., pour que la société puisse être de ce chef inscrite. Mais surtout, il faut aussi que, au sein du capital social, au sein de la géographie de ce capital, il y ait un ou des associés qui soient inscrits au même barreau d'inscription. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les sociétés de droit commun étaient dispensées de cette obligation. Donc les SEL continuent, bien entendu, vont devoir continuer à respecter cette obligation sous l'empire des nouveaux textes. Alors, cette obligation, par contre, n'existe pas pour les SPFPL. Les SPFPL ne sont pas tenus d'avoir un associé au sein de leur capital qui relève du même barreau d'inscription que la SPFPL. Une petite question, Serge, sur le chat. Est-ce qu'il y a une sanction à la non-information annuelle des ordres? Alors, cette question vise une question plus générale qui est celle pour une structure d'exercice où les associés de cette structure, ils ne respectent pas une obligation qui est contenue dans les textes. Alors, à défaut de sanction, eh bien, il y a toujours l'aspect disciplinaire qui peut arriver, c'est-à-dire que à partir du moment où un associé ne respecte pas les obligations légales et réglementaires au sens large, et ça peut être des obligations légales et réglementaires qui sont contenues dans les textes régissant les sociétés d'exercice, eh bien, les sanctions peuvent être de nature disciplinaire, à défaut pour les contrevenants, en fonction de la nature des contraventions, entre guillemets, que l'on constate, pourrait donner lieu à des régularisations, de mise en conformité, etc. Mais en dehors de ça, donc, il y a toujours, évidemment, l'aspect disciplinaire qui peut être invoqué par les ordres. Je reprends 2 petites questions qui avaient attrait à peut-être à la partie précédente. Oui, je vous confirme que des notaires peuvent être majoritaires dans une cellule d'avocats et la diriger. Et je vous confirme, comme l'avait dit tout à l'heure et en début de... Tu peux peut-être répondre à cette question, Serge. Si on met en place une société de droit commun, les règles dont on a parlé, c'est-à-dire l'ensemble de corpus des règles dont on est en train de parler de l'ordonnance, s'applique bien à la SARL de droit commun. Absolument, puisque, encore une fois, c'est l'article 132-2 de l'ordonnance qui modifie l'article 8, premièrement, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que lorsque une société d'exercice est constituée sous la forme de sociétés relevant, etc., donc des sociétés du livre 2 du Code de commerce, c'est-à-dire des sociétés de droit commun, elles ont l'obligation, ces sociétés, de respecter l'intégralité du fonctionnement et des modes d'organisation de la SEL, sauf, et c'est ce qui les identifie, sauf l'obligation de dénomination. Et sinon, elles sont soumises à l'ensemble du statut régissant les SEL.
Faut le dire longtemps parce que franchement, c'est quand même pas simple. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut modifier dans vos statuts? Alors, sur ce point, vous avez vu, on a un texte qui est entré en vigueur au 1er septembre 2024. Ça veut dire que forcément, déjà toutes les sociétés d'exercice qui sont créées à partir de maintenant doivent évidemment faire référence au nouveau texte. On a un an pour se mettre en ordre de marche en ce qui concerne les structures d'exercice déjà existantes. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à vos statuts actuels et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je ne reviens pas sur toutes ces questions, société de droit commun versus société d'exercice libéral, on en a parlé tout à l'heure. Je vais donc aborder les choses de manière plus générale. La première chose, c'est évidemment simplement les références aux textes applicables, puisque au tout début de vos statuts, s'ils sont, on va dire, rédigés de manière traditionnelle, il y a une référence au texte applicable. Il faut donc actualiser en faisant référence non seulement à l'ordonnance, mais également au décret. Alors, qu'est-ce qui change aussi? On a parlé de l'information des ordres à l'instant, donc je ne reviens pas là-dessus, si ce n'est que pour préciser que, bien entendu, vos nouveaux statuts, vous les mettez à jour pour vous, mais vous les mettez aussi à jour pour votre autorité de tutelle, puisque par définition, et ça, comme vous le savez, là-dessus, rien ne change, toute modification statutaire doit faire l'objet d'une communication à votre ordre. En ce qui concerne les conventions réglementées, il y a des conséquences un petit peu nouvelles, en tout cas des précisions. Le régime des conventions réglementées s'entend aussi des conventions dans les situations dans lesquelles il y a une détention majoritaire par les SPFPL. Ça, c'est important de le préciser. Ou encore, en ce qui concerne les conventions qui seraient conclues dans des situations où on a une détention par des membres d'autres professions juridiques et judiciaires. Je reviens un instant sur la question du retrait. La précision apportée par Audrey tout à l'heure est extrêmement importante. C'est que le texte, il y avait des discussions là-dessus à l'époque, et je crois que personne ne souhaitait un retour en arrière, ou en tout cas que le régime du retrait des SEL devienne quelque chose de comparable au SCP, parce que c'est justement le droit de retrait des SCP qui est une des raisons principales de l'obsolescence des SCP, justement. Et il y a peut-être eu à l'époque, je me souviens, on en avait parlé, peut-être une légère incompréhension en fait en termes de communication entre ce que nous souhaitions et ce qui a été compris à l'époque. En fait, je crois que effectivement, du côté de ceux qui ont préparé la version finale du texte, ils ont compris qu'on souhaitait un droit de retrait, qu'en fait, on ne souhaitait, on ne souhaitait pas. Donc, Audrey, tu étais en première ligne là-dessus, donc je vais peut-être apporter des précisions. Mais donc, on se retrouve avec cette situation un petit peu bizarre de ce sorte de droit de retrait par défaut qui existe dans le texte et dont il faut se méfier, parce qu'en fait, ce droit de retrait par défaut tel qu'il est prévu dans le texte n'est a priori pas quelque chose de désirable. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de bien préciser dans les statuts ce qu'on entend par retrait et les obligations qui découlent du retrait en matière de
transaction entre le sortant et les restants sur la question des droits sociaux pour ne pas tomber dans ce petit travers, me semble-t-il, qui existe maintenant avec cette rédaction de l'ordonnance. Oui, sur le droit de retrait, tu as raison. En fait, effectivement, je ne sais pas si c'est une incompréhension des rédacteurs et du groupe qui a été constitué. Donc, c'était sous la présidence de Philippe Touzet, le président précédent de la commission du statut professionnel de l'avocat. En réalité, je pense que c'est plutôt une question d'opportunité pour eux pour gérer un certain nombre d'autres professions, parce que en fait, la nôtre on peut être associé d'autant de sociétés d'exercice que l'on veut, et on peut être exerçant dans autant de sociétés d'exercice que l'on veut. Et c'est vraiment majoritairement pas le cas dans les autres professions réglementées. Donc, je pense qu'ils avaient besoin d'un mécanisme juridique qui n'existait pas auparavant, en tous les cas pour les SEL, qui n'existait pas. Et donc, je pense que c'est pour ça que le droit de retrait a été réinséré. Merci. Ça, ce sont les arcanes de la préparation des textes. Je finirai avec deux points sur justement les modifications envisagées. Serge en parlait tout à l'heure. Il y avait cette règle étrange de limitation des comptes courants d'associés qui existait sous l'empire des textes précédents. Cette limitation des comptes courants n'existe plus, donc forcément, elle se trouvait dans les statuts antérieurs, puisque ça faisait partie effectivement des textes et des choses des obligations qui devaient s'appliquer. Donc, on peut faire sauter cette clause qui limitait les comptes courants. Et rappelez-vous, et c'est le mot de la fin justement sur ces questions alors pas de tout notre exposé, mais de cette question de modification statutaire, c'est quand vous modifiez des statuts, ça se fait avec une majorité extraordinaire. Certains statuts peuvent prévoir des règles ou des votes unanimes dans certaines conditions, donc n'oubliez pas de relire vos statuts et de faire en sorte que, évidemment, la nouvelle version de vos statuts soit approuvée et votée dans des conditions qui sont conformes aux statuts existants, bien entendu. Et donc, on a combien de temps pour faire toutes ces modifications-là? Alors, je le disais tout à l'heure, on a 1 an pour le faire. Alors, cette année, elle est déjà un petit peu entamée puisqu'elle a commencé à courir au 1er septembre. Donc, voilà, au 31 août 2025, il faut avoir fait le nécessaire. Alors, avant de passer au SPFPL, je vous propose qu'on prenne certaines questions, même toutes les questions. Alors, il y en a un qui est joueur, Serge. Donc, on est toujours sur la transmission aux ordres. Est-ce qu'il y a, si on n'a aucun changement, c'est-à-dire dans le capital social, etc., est-ce qu'on doit quand même transmettre aux ordres? Alors, l'ordonnance semblait dire qu'il fallait quand même transmettre aux ordres chaque année donc les documents, et puis le décret est rédigé un petit peu différemment, puisque le décret prévoit que ce n'est qu'en cas de modification que l'on doit adresser donc, les dites modifications à l'ordre avant le 1er mars de chaque année. Donc, si l'année précédente, le 1er mars, il y a des modifications, à ce moment-là, elles doivent être transmises, et uniquement dans ce cas-là, à l'ordre compétent dont la société relève. Alors, je reprends une question d'Elisabeth. Dans le cas où une SPFPL est détenue par des avocats et une autre profession réglementée, pourrait-on considérer que l'indépendance des avocats est impactée par une répartition financière des dividendes qui pourrait être déséquilibrée? Alors, tu veux dire un mot, Dominique? Alors, peut-être juste un mot pour dire que c'est un cas de figure qui peut être très intéressant
en tout cas très intéressant à étudier, dans la mesure où voilà, certaines professions dominantes peuvent se retrouver impliquées dans le capital d'un cabinet d'avocats. Alors, on a, je dirais, pas beaucoup de recul pour pouvoir répondre avec précision à cette question. Il me semble qu'il y a une décision qui est intervenue dans le domaine vétérinaire. Alors, Audrey, tu compléteras, mais ma compréhension de la décision qui avait été rendue, c'est que, en fait, et je crois que c'était un arrêt de cassation, qui semblait dire que une distribution de dividendes qui pèserait très majoritairement en faveur de, on va dire, je crois qu'en l'occurrence c'était le cas, on va dire, du partenaire tiers, hein. investisseur, Ouais, c'est-à-dire du tiers, était possible. Donc, alors, on est en situation différente où les règles par rapport aux capitaux extérieurs sont différentes. Donc, il faut prendre évidemment tout ça avec beaucoup de pincettes. Mais je rappellerai quand même, en matière de droit commun, c'est que on sait que dans les SAS ou dans les CELAS, on peut prévoir des actions de préférence qui vont donner donc des droits privilégiés à certains actionnaires, de la même manière qu'il est possible, même en SARL et en CELAL, de décorréler les distributions de dividendes de la détention du capital social. Donc, si on regarde toutes ces règles, je dirais, mises bout à bout, voilà, est-ce qu'il y a une certaine souplesse là? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, en fait, on peut créer des déséquilibres tout en étant dans le cadre légal? Oui. Ensuite, la question, effectivement, se pose de l'appréciation de ces déséquilibres et là, d'une appréciation qui relève du domaine ordinal dans un premier temps et peut-être des juridictions par la suite. C'est effectivement où peut se situer ou pas la question de l'atteinte à l'indépendance. Je précise quand même que, alors, complètement d'accord sur le fond, et je trouve que la référence à l'arrêt sur les vétérinaires est tout à fait pertinente. Il me semblait que également dans cet arrêt, les règles de détention capitalistique étaient respectées, mais il y avait un pacte d'associés qui déséquilibrait les droits financiers, et c'était donc à la faveur de ce déséquilibre que l'indépendance potentiellement était remise en question. Ce qu'il y a, c'est que dans notre en fait, chez nous, chez les avocats et les professions et la famille des professions juridiques et judiciaires, c'est quand même moins le cas puisque on a, enfin c'est moins le cas, ce n'est pas le cas puisque on n'a pas l'intervention des tiers extérieurs de la même façon que nos amis, soit experts comptables, en tous les cas de nos amis de la famille des techniques et cadres de vie, et pour une partie chez les médecins où il y a de l'intervention des tiers extérieurs. Ce que je précise tout de même, c'est que l'acception de l'indépendance, elle n'est pas visée par la loi, et à chaque fois qu'on parle d'indépendance, on parle quand même de l'indépendance d'exercice. On ne parle pas du tout de l'indépendance capitalistique. Donc, il faudrait que le Conseil de l'ordre ou la juridiction qui s'opposerait à cette détention capitalistique dont vous faites état, Elisabeth, il faudrait qu'elle précise que ça porterait atteinte à l'indépendance. Mais il n'y a pas de lien direct entre le financier et le capitalistique, entre la détention capitalistique et le financier et l'indépendance, en tous les cas dans l'ordonnance telle qu'elle est rédigée. Une précision sur le rôle de l'ordre en la matière, c'est que en ce qui concerne les sociétés d'exercice, il faut distinguer entre les sociétés d'exercice courantes et les sociétés pluriprofessionnelles.
professionnel d'exercice. Parce que dans les sociétés dites courantes d'exercice, les SEL classiques, l'appréciation de l'ordre, elle se limite à une appréciation de conformité. C'est-à-dire, moi j'ai des statuts, je vais avoir des pactes d'associés là sur la gouvernance. Bon, je vais les examiner au regard des prescriptions légales et réglementaires. Point. La question qui se pose à l'ordre, c'est celle-là. Est-ce que c'est conforme aux prescriptions légales et réglementaires? Si oui, ça passe. Sinon, ça ne passe pas. Par contre, pour les SPE, c'est différent. Parce que dans le régime des SPE qu'on n'a pas évoqué, mais je fais une petite digression, SPE, ce sont les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, c'est-à-dire au sein d'une même structure, un avocat peut exercer avec un expert comptable, un commissaire aux comptes, etc. Et bien, dans ces sociétés-là, lorsque il y a des avocats qui sont amenés à s'associer avec des professions voisines au sein d'une SPE, la mesure de l'indépendance peut être cette fois contrôlée par le Conseil de l'ordre. Ça résulte d'une disposition expresse des textes. Mais cette disposition expresse des textes ne vise que les SPE et ne vise pas les sociétés classiques d'exercice monoprofessionnel. Merci beaucoup. On avait une autre question. Est-ce qu'on peut changer, peut-on changer de forme de société et conserver un nom qui contient celui de l'ancien associé? Ben oui, a priori, si vous avez un accord avec cet ancien associé. Une question de Pierre, si l'on combine les articles 4, 46, 47, donc Pierre, vraiment, on vous a tellement inspiré que vous êtes allé regarder l'ordonnance. Donc 4, 46, 47, 81 de l'ordonnance, il semble que l'on puisse avoir non seulement plus de la moitié du capital social et des droits de vote détenus par une personne n'exerçant pas au sein de la société, mais que dans le cas des personnes européennes à travers une SPFPL, par des personnes exerçant une profession libérale réglementée, mais pas nécessairement de la même famille. Alors, je ne pense pas que ce que vous disiez est exact, mais je ne suis pas certaine que l'on parle de la même chose. Alors, juste la personne, à chaque fois, enfin en tous les cas pour moi, mais vous me contredirez si vous pensez autre chose, messieurs, les règles qui s'appliquent à la personne européenne sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent à la CEL. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une personne européenne qu'à partir du moment où elle peut être, au regard du droit qui régit la CEL, ou elle peut être associée de la CEL. Ce n'est pas parce que j'ai une personne européenne que ça va changer les règles. Ensuite, si la SPFPL détient si la SPFPL détient une PJJ, enfin des droits sociaux à l'intérieur d'une société qui exerce une profession juridique et judiciaire, a priori, elle doit être détenue en majorité par des professionnels qui exercent une profession juridique et judiciaire, sauf si on est en train de parler d'experts comptables. Mais on va en parler dans 2 secondes. Donc, patience, Pierre, si c'est de ça dont vous parliez. Est-ce qu'une SPFPL, Elisabeth, est-ce qu'une SPFPL d'avocats et d'experts comptables peut n'avoir pour filiale qu'une celle d'avocats et donc ne détiendrait pas de participation dans une société d'expertise comptable? Pour moi, pour toi, oui, pour moi, non. Non. Non, Elisabeth, non. Si j'ai des experts comptables au-dessus, je dois avoir des experts comptables en dessous. Quid du guide annoncé dans la communication du CNB le 30 août? Mes amis, il est en cours de rédaction. Dominique Jamois. Bonjour Dominique. Quelles sont les conséquences de l'ordonnance de 2023 sur les sociétés relatives à une activité accessoire de l'avocat? Aucune, sauf en matière de SPFPL, dont on va parler dans 2 secondes. Les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice dont tu parlais tout à l'heure, Serge, constituées sous la forme de sociétés de droit commun, échappent-elles à la nouvelle obligation de se soumettre à toutes les règles des CEL? Normalement, non, puisque ce qui est constitué, ce n'est pas une SEL, c'est une société pluriprofessionnelle d'exercice sous la forme d'une société de droit commun. Donc la réponse est négative. On va passer au SPFPL, sauf si on a loupé des petites questions. On est en train de les revoir, mais je ne crois pas. Je pense qu'on est plus ou moins à jour. En tous les cas, je commence les SPFPL et on reprendra vos questions s'il y a eu des oublis. Donc, j'ai une zapette capricieuse. Les SPFPL, donc pareil, on vous a dit a priori c'était à droit constant, sauf que
aujourd'hui, c'est ce que peut faire, on vous a fait un schéma sur ce que peut faire une SPFPL. Donc, elle peut détenir des droits sociaux dans une société qui exerce une profession libérale. On vous a mis cabinet d'avocats, mais ça pourrait être des notaires, ça pourrait être des experts comptables, comme vous l'avez compris. Et elle peut également détenir des droits sociaux dans une société qui exerce une activité dérogatoire, qui était l'ancien article 111 du décret. Et elle peut également maintenant détenir des droits sociaux dans une SCI ou détenir directement un immeuble, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, vous vous rappelez simplement les 3 grands changements qui concernent la SPFPL. Elle peut détenir des droits et des biens immobiliers. C'est quelque chose qui avait été demandé par la commission du statut professionnel de l'avocat et ça a été accepté. Je peux vous dire que toutes les professions libérales réglementées en étaient ravies. Elles pourront détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, c'est ce dont je vous disais, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, exerçant une activité commerciale à partir du moment où c'est autorisé, bien sûr. Et vous avez un délai de régularisation qui a été mis en place de 1 an. Vous savez, si elle ne répond plus ça c'est l'éternel sujet de la fin des SPFPL, lorsqu'elles ne détiennent plus des droits ou actions dans une société d'exercice libéral, que se passe-t-il? En tous les cas, maintenant, vous avez un délai de 1 an de mise en conformité. Il y a un point peut-être qu'il faut rappeler, parce qu'on parle des changements, mais il y a aussi l'existant, et cet existant est conservé, à savoir qu'une SPFPL peut rendre des prestations de services au profit de ses filiales, c'est-à-dire elle ne se contente pas de détenir des participations au sein de structures d'exercice, elle peut rendre des prestations, comme dans des groupes de sociétés, elle peut rendre des prestations administratives, comptables, que sais-je encore, à condition de l'organiser, au profit des filiales. Et cette possibilité, d'ailleurs, est peut-être à mettre en rapport avec la jurisprudence qu'on évoquera en fin d'intervention sur le problème des cotisations sociales sur les dividendes qui sont distribués par les SPFPL au profit de leurs filiales. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être ajouter un mot concernant les SPFPL et les précisions apportées, notamment sur la question immobilière. Vous êtes toujours nombreux à poser la question, mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire exactement avec ma SPFPL? Est-ce que j'ai le droit d'investir dans de l'immobilier? Et derrière cette question, il y a souvent en fait une volonté qui est une volonté liée non seulement à l'immobilier professionnel, mais éventuellement des investissements immobiliers qui ne relèvent pas de la sphère professionnelle. Alors, il y a quelques ambiguïtés en fait sur le régime des SPFPL et le nouveau texte apporte certaines précisions, mais ne lève pas toutes ces ambiguïtés. Je crois que pour comprendre en fait l'enjeu, il faut comprendre que la SPFPL, pour ceux qui en ont ou pour ceux qui envisagent d'en avoir, en fait, présente notamment l'intérêt d'être un outil d'épargne. C'est-à-dire, sous réserve de l'arrêt du mois d'octobre 2023, dont on va parler dans quelques instants, mais pour le moment, on met ça de côté. L'intérêt principal de la SPFPL, c'est sa fonction un peu tirelire, c'est-à-dire vous faites sortir du cabinet d'avocat en direction d'une SPFPL qui relève de votre patrimoine personnel des sommes et vous épargnez ces sommes dans la SPFPL et ce faisant, vous retardez, en principe, là encore, toujours sous réserve de l'arrêt dont on va parler dans quelques instants, vous avez la possibilité d'épargner des sommes qui n'ont subi que l'impôt sur les sociétés au niveau de la société d'exercice et qui ne seront ensuite réimposées et chargées qu'au moment où la SPFPL les verse, vous les verse à l'avocat détenteur de cette SPFPL. Donc, que pouvez-vous faire avec cet argent, avec vos économies stockées dans la SPFPL? Alors, le texte
nous dit, et ça, ce sont des précisions effectivement qu'on n'avait pas avant, nous parle effectivement de la possibilité de détenir, gérer, administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elles détiennent des participations. En d'autres termes, ce que ce texte a l'air de nous dire, c'est de l'immobilier, oui, mais si c'est de l'immobilier qui est consacré à votre activité professionnelle, c'est-à-dire l'activité de la société dont la SPFPL détient des participations. Donc, une chose semble certaine, en fait, à ce stade et à la lumière de ce texte, c'est que si la SPFPL achetait directement un immeuble ou si la SPFPL était partie prenante dans une SCI détentrice d'immobilier professionnel utilisé par la société d'exercice, ça ne souffre d'aucun débat ou de contestation particulière. C'est tout à fait permis. Là où la zone grise n'a toujours pas été particulièrement clarifiée, c'est que ces fonds dont je dispose avec ma SPFPL, j'ai le droit de les placer, j'ai le droit de les investir et là-dessus, en fait, entre acheter des parts de SCPI qui relèveraient d'un placement de trésorerie de la SPFPL ou acheter des droits immobiliers, vous voyez, où s'arrêtent et où commencent effectivement les règles posées par le texte et où se fait la frontière, où se trouve la frontière entre investissement de la trésorerie et prise de participation à proprement parler par la SPFPL. Et là, le texte ne nous donne pas, alors chacun en fera l'interprétation qu'il veut selon sa stratégie d'investissement, mais en tout cas, le texte ne nous aide pas beaucoup à clarifier cet aspect-là des choses. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire effectivement sur cette question de l'immobilier et de la liberté d'investissement ou pas des fonds des SPFPL. Je remonte sur vos questions. Est-ce que le texte sur les CEL prévoit que les gérants et les sociétés à responsabilité limitée sont des associés exerçant leur activité au sein de la société? Est-ce que ça veut dire qu'une SPFPL peut être gérante? Attention, les amis, ce qu'on vous a dit, c'est que les règles des CEL étaient d'abord des règles du droit commun. Et en droit commun, une SARL ne peut pas avoir comme gérant une personne morale. Donc, c'est évidemment toujours valable pour les CEL. Est-ce qu'une CELARL peut, comme une SPFPL, détenir des titres de SCI pour ses locaux professionnels? Évidemment. Et la question que pose Jacques, qui est une question tout aussi importante que non résolue, il n'a pas été retenu la possibilité de modifier l'objet social de la SPFPL, donc la dissolution est encourue, si non-régularisation de la détention des parts de la SEL dans un délai d'1 an. On l'a demandé et ça a été refusé. Alors après, la question qui se pose, c'est une question fiscale. Est-ce qu'on considère qu'il y a cessation d'activité à partir du moment où vous modifiez l'objet social de la holding, qui reste une holding, mais qui n'est pas une holding de profession libérale? Je la laisse, elle est non résolue, je la laisse à des fiscalistes. Schéma article 126, Serge. Oui, l'article 126, comment le diable se niche dans les détails. Alors, le schéma de l'article 126 vise ce qu'on appelle une SPFPL pluriprofessionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc une société holding, SPFPL, qui détient des filiales exerçant des professions différentes. Donc, l'exemple qu'on a choisi, c'est une SPFPL qui détient donc des participations dans une SEL d'avocat, une SEL d'expert comptable et une SEL de notaire. Donc, vous avez deux professions juridiques, enfin, deux natures de profession juridique et judiciaire et une profession du chiffre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ordonnance? Alors, pour le savoir, on va regarder ce qui se passait avant.
Sous l'Empire des anciens textes, c'était le 31-2, je crois, premièrement, ou alinéa 1. Eh bien, dans cette occurrence de détention, parmi les filiales de la SPFPL, vous avez donc une SEL de profession judiciaire. Vous en avez même deux, les avocats et les notaires. À partir du moment où la SPFPL donc, détenait une SEL d'avocat ou une SEL de notaire, c'est-à-dire une SEL qui exerce une profession juridique et judiciaire, eh bien, la majorité du capital et des droits de vote ne pouvaient pas échapper aux membres de la famille des professions juridiques et judiciaires. Autrement dit, la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL devaient être détenus soit par des avocats, soit par des notaires. Avec l'ordonnance, et c'est l'article 126, la situation est complètement différente, elle est même inchangée, même bouleversée, puisque désormais, cette SPFPL pourra être détenue pas en majorité et en droit de vote par des experts comptables. Pourquoi? Eh bien parce que cette SPFPL détient une SL filiale d'experts comptables. Autrement dit, ce schéma réalise, et en contradiction d'ailleurs avec l'article 7 de la loi d'habilitation de l'ordonnance, c'est-à-dire la loi de, je crois, 2022, février 2022, qui avait bien stipulé dans le programme à l'intention du programme du gouvernement, il ne devait pas y avoir donc d'ouverture supplémentaire de capital à des tiers extérieurs. Alors vous allez me dire, les experts comptables, ce ne sont pas des tiers extérieurs. Sans doute que ce ne sont pas des tiers si on parle des professions libérales réglementées. Mais pour moi, ce sont bien des tiers à la profession, aux professions juridiques et judiciaires, nonobstant d'ailleurs leur volonté là-dessus. Et donc, l'ordonnance par cette disposition spécifique, l'article 126 de l'ordonnance, réalise indirectement, puisque c'est au stade de la société holding que ça se passe, réalise une ouverture du capital et des droits de vote vers une profession extérieure aux professions juridiques et judiciaires. On arrive à l'arrêt qui a fait, qui a horrifié tout le monde. Je pense que vous avez tous vous avez tous en tête l'arrêt de l'horrible chirurgien dentiste. Alors, l'horrible chirurgien dentiste, en fait, c'est la caisse des chirurgiens dentistes qui redresse, enfin, qui soumet à cotisation sociale les dividendes qui sont versés de la société d'exercice libéral du professionnel à sa SPFPL. À ceci près que la SPFPL était effectivement détenue par son épouse et lui, alors sachant que, comme on l'a dit à de nombreuses reprises ici, la SPFPL, en l'occurrence des professions médicales, peuvent être détenues en partie par des tiers extérieurs, donc l'épouse faisant office de tiers extérieur dans cette hypothèse. Et ce qui est dramatique, c'est que il y avait qu'un seul % qui était détenu par le chirurgien dentiste lui-même, et l'intégralité du reste du capital social de sa SEL était détenue par sa SPFPL. Et donc, la Cour de cassation a estimé, alors je vais vous mettre le considérant, enfin, vous aurez le considérant, mais je pense que vous connaissez, mais en gros, la Cour de cassation a fait fi de la personnalité morale de la SPFPL et a considéré que devait être soumis à cotisation l'ensemble du dividende distribué à la SPFPL, ce qui a profondément alerté, pour ne pas dire autre chose, un certain nombre de professionnels de la matière, parce que nous, si vous voulez,
enfin, chez nous, l'utilisation des SPFPL, c'est surtout des SPFPL patrimoniales. Alors, de temps en temps, elles sont utilisées comme mécanisme de transmission, mais c'est quand même c'est plus marginal que dans d'autres professions, et notamment des professions médicales, où vous avez des associations dans lesquelles vous avez plus de 1000 associés qui ont tous une SPFPL et qui doivent tous rembourser un emprunt, sachant que les emprunts sont calés sur des remboursements, évidemment, hors cotisation sociale. Évidemment, je ne sais pas si vous vous intéressez à la matière, vous savez que c'était d'abord évidemment un arrêt de cour d'appel, que tout le monde a dit que cet arrêt de la cour d'appel n'était qu'un arrêt d'espèce. Et c'est tellement peu vrai que non seulement la Cour de cassation a validé, mais en plus, elle l'a publié au bulletin. Donc, c'est vraiment… Alors, pour vous parler de tambouille, comme disait tout à l'heure Dominique, dans le cadre de fonctions que j'exerce, j'ai été amenée à discuter avec les représentants de la direction de la sécurité sociale, qui nous ont indiqué qu'ils considéraient, nonobstant tout ce qu'on vient de dire, qu'il s'agissait d'un arrêt d'espèce. Alors, on espère qu'on peut les croire sur parole. Vous savez qu'il y a des sénateurs qui ont posé des questions sur ce sujet-là, notamment le sénateur Maluret, mais alors, ils nous avaient promis à l'époque qu'ils allaient clarifier ce point-là en répondant à ces questions qui étaient des questions de sénateurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a mieux à faire et qu'on reste avec cette grosse épine dans notre pied. Chacun va pouvoir dire ce qu'il en pense. La question, c'est est-ce qu'on continue quand même, fondamental, c'est est-ce qu'on continue à faire des SPFPL ? Nous, on continue à en faire parce qu'en fait, la vérité, c'est que pour certaines professions, donc peut-être pour les avocats, c'est un peu différent, mais pour certaines professions, on n'a pas d'autre choix. Sachant qu'on a eu une modification d'un article, je ne sais plus très bien où est-ce qu'il en est, mais on en est de mon PowerPoint, mais un article de l'arrêt, parce que la motivation qui était de dire que c'était un arrêt d'espèce, ça voudrait dire en creux que c'était qu'il y avait abus de droit, et notamment social. Et la vérité, c'est que le fondement juridique de cet arrêt, c'est un arrêt du Code de la sécurité sociale qui a été modifié à la faveur d'un amendement pour la dernière loi de finances, celle qui a vraiment existé. Je vous laisse peut-être la parole. Serge, tu voulais dire un mot ? Alors, cet arrêt, bien sûr, pose beaucoup de difficultés, notamment sur les schémas d'organisation structurés SPFPL, SEL, sur les schémas existants, hein, puisque dès lors que la SPFPL, donc, on lui dénie sa personnalité morale pour atteindre précisément l'associé, hein, directement, puisque c'est lui en plus qui va payer les cotisations. C'est une négation de la personnalité morale qui est quand même assez surprenante venant de la part de la Cour de cassation. Cour de cassation, l'organisme juridictionnel suprême de l'ordonnancement français, et on avait quand même beaucoup plus l'habitude de constater l'orthodoxie de la Cour de cassation plutôt que le laxisme en la matière. Or ici, dénier la personnalité morale de la société, ça m'a fait penser aux arrêts de 1980, là, à l'époque où l'administration fiscale déqualifiait les sessions de contrôle en session d'entreprise. Et c'est la Cour de cassation qui est venue dire, attendez, là, c'est pas une session d'entreprise, c'est une session d'action, parce qu'il y a la personnalité morale. Eh bien, 30 ans après, c'est le contraire qui se produit. Cela étant, ça c'est l'anecdote, mais cela étant, cette jurisprudence de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, elle est dans la lignée d'une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation sur le sujet. Il y a au moins 2 arrêts déjà existants, en 2006 et en 2008, avant la loi qui a instauré l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales. Avant cette disposition, 2 arrêts de la Cour de cassation assimilaient déjà les bénéfices donc,
qui sont versés et distribués par une société d'exercice libéral à son associé et les assimilait à des revenus ordinaires et donc passibles des cotisations sociales. Donc, on est, même si cet arrêt est très critiquable, on est dans la lignée de cette jurisprudence. Et c'est ça qui pose difficulté, c'est que si un cas est soumis à l'avenir à la Cour de cassation, à la censure de la Cour de cassation, il est probable que la Cour de cassation maintienne cette jurisprudence. Donc, il y aura deux solutions, ou bien les textes, l'article L136-3 du Code de la sécurité sociale est adapté pour casser cette jurisprudence, ou bien, les caisses d'assurance sociale, j'y crois pas trop, font preuve de mansuétude. Que dira la CNBF, on verra bien. Font preuve de mansuétude et cette jurisprudence demeure isolée, non appliquée, parce qu'il n'y aura pas de contentieux suscité par les caisses d'assurance sociale. Dominique? Oui, je vais peut-être rajouter un point qui est peut-être un point un tout petit peu plus positif compte tenu de cette situation qui effectivement nous interpelle pour tout un tas de raisons et toutes celles qui ont été évoquées jusqu'à maintenant. Cet arrêt en fait, ne donne aucun mode d'emploi sur ce qui est préconisé. C'est-à-dire que, comme il a été dit à l'instant, en fait, la Cour de cassation décide de faire abstraction de la personnalité morale de la SPFPL. Et ce faisant, crée une situation, en fait, dans laquelle on ne saurait pas aujourd'hui matériellement gérer ce qu'elle préconise. Quelle est l'incidence de ce que dit la Cour de cassation aujourd'hui? C'est de dire, en fait, elle dit deux choses. Elle dit les sommes distribuées par la société d'exercice doivent être assimilées à des revenus et donc assujetties à charges sociales professionnelles. Elle sous-entendrait donc que ces sommes, en fait, quel que soit le moment où alors, pardon, je vais reformuler ça, c'est qu'en fait, est-ce que c'est au moment où ces sommes passent de la société d'exercice à la SPFPL, qui est en fait le moment générateur des charges sociales, ce qui paraît extrêmement compliqué? Est-ce que ce sont des situations dans lesquelles la SPFPL distribue sous forme de dividendes à l'avocat des sommes et à ce moment-là, il y aurait, parce que ces sommes jusqu'à maintenant sont assujetties à la flat tax, est-ce que ces sommes-là seraient assujetties à charges sociales professionnelles? Mais, et on en parlait tout à l'heure en fait en préparation de cette intervention, le problème c'est qu'une charge sociale professionnelle, à ce moment-là, c'est forcément une charge déductible. On voit mal l'arrêt de cassation qui déjà ne va pas dans le bon sens. On voit mal cet arrêt, on voit mal la Cour de cassation nous dire que dorénavant, les charges sociales professionnelles ne seraient plus des charges déductibles. Là, ça paraît complètement impensable. Donc, il faut bien les déduire quelque part. Donc, il faut les déduire, ou il faudrait les déduire au niveau de la société d'exercice. Donc, on se retrouve avec une avalanche de problèmes et de questions extrêmement difficiles à résoudre sur, effectivement, quel est le fait déclencheur de l'assujettissement à charge sociale. Et là où je disais qu'il y avait peut-être une note un tout petit peu positive là-dedans, c'est que, en fait, si on compare les 17,2 de prélèvements sociaux qui existent dans la flat tax et qui ne sont pas déductibles, et si on les compare avec des charges sociales professionnelles
autour de 30% qui, elles, sont déductibles et à partir d'un certain niveau de revenus, alors très élevé certes, mais quand on atteint le niveau de plafonnement des cotisations CNBF, ce pourcentage de 30%, il se situe quelque part entre 20 et 25. Et donc, en fait, quand on compare 17,2 de non déductibles à 20 et quelques de déductibles, il pourrait être intéressant pour certaines personnes d'appliquer en fait cette jurisprudence de la Cour de cassation et de payer des charges sociales professionnelles au lieu des prélèvements sociaux de la flat tax. Bon, malheureusement, pour que ça devienne intéressant, il faut gagner beaucoup d'argent, donc ce qui déjà en soi est un problème, mais surtout, on est effectivement dans une situation qui, me semble-t-il, outre le fait de créer beaucoup de questions et de confusion, pose de sérieux problèmes en fait de mise en œuvre qui sont probablement insurmontables et qui seraient une bonne raison pour laquelle cet arrêt reste où il est et qu'on puisse passer à autre chose et profiter de nos SPFPL. Je prends des dernières questions. Est-il possible que l'arrêt repose sur... Donc Noémie, est-il possible que cet arrêt repose sur une motivation semblable à celle de l'abus de droit au regard d'une situation particulière de SPFPL à un associé unique associé de celle... Bon, en gros, la question de Noémie, c'est est-ce que c'est un arrêt d'espèce est-ce que c'est un arrêt qui serait motivé par de l'abus de droit parce qu'effectivement, il était associé unique, c'était une opération de OBO et il y avait une remontée de 100% des dividendes. Ben, c'est ce que tout le monde explique, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de faire échapper aux cotisations sociales le montant de ce bénéfice-là. C'est ce qu'on espère, Noémie, mais pour l'instant, ça aurait été beaucoup plus facile de défendre cette position-là si ça avait été, si le fondement juridique de cet arrêt avait été celui de l'abus de droit. Ça n'est pas le cas. Question de Fabrice. Le paragraphe 5 de l'arrêt est ainsi rédigé. Alors, je ne sais peut-être pas si... ah bah si. Alors, il n'y avait pas de question peut-être, Fabrice, là, pour le coup. Je crois qu'il n'y avait pas de question. Il en résulte que les bénéfices de la société d'exercice libéral au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participation financière de profession libérale qui détient le capital social de la société. Donc, c'est ce qu'on disait. C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est qu'on ne parle pas simplement des dividendes, on parle bien du bénéfice. Vous avez raison merci beaucoup de nous avoir repartagé ce paragraphe-là qui est évidemment la problématique de cette histoire. Pour répondre à une question qui a été extrêmement fréquemment proposée, évidemment, vous aurez accès au slide et vous avez également accès à un replay sur la magnifique chaîne, j'imagine, YouTube du CNB. Oui. Et oui. Et oui, il y a une chaîne YouTube, bah bien sûr, et ça, c'était la question sur toutes les lèvres. Oui, bien sûr, il y a une chaîne YouTube du CNB et vous pourrez... Exactement. Et vous pourrez repasser encore 2 heures avec nous parce que c'était vraiment un très bon moment. Voilà, j'espère que vous serez aussi tous présents parce qu'on était quand même vraiment très, très nombreux, puisqu'on était plus de 200 personnes connectées. Et j'espère que vous serez également présents le 13 c'est le 13 décembre parce qu'on me parle du webinaire du 19 décembre, mais en fait, moi, j'ai parlé du 13, moi, non? Attendez, juste, je vérifie. C'est parce que c'était l'arrêt du 19 octobre. Ok. Ok, parce que c'est le 13 pour moi, le webinaire. Merci en tous les cas beaucoup, et puis on espère vous retrouver à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci.